Bonjour et bienvenue sur Tandem. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une chronique Guide en Tandem et je suis en compagnie de Chloé. Bonsoir Chloé. Salut Jérôme. Merci d'être avec moi de nouveau Ça me fait hyper plaisir. pour notre chronique Guide en Tandem et aujourd'hui on va partir à Jérusalem. La plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde, capitale d'Israël, la ville sainte, 3 fois sainte et direction le quartier juif. On va vous emmener aujourd'hui pour visiter un complexe étonnant, pas très connu et visité, qui s'appelle les 4 synagogues séfarades. Est-ce que tu connais le complexe des 4 synagogues séfarades ? J'y suis jamais allée. Eh Pourtant, je suis séfarade. Et pourtant, tu es séfarade. Et moi, je suis ashkénaze, donc on va faire ensemble ce voyage pour aller voir non pas 1, 2, 3, mais 4 synagogues, les 4 synagogues séfarades de Jérusalem. Donc on est au cœur de la vieille ville de Jérusalem, dans le quartier juif, dans la partie la plus au sud du quartier juif, près des remparts sud, entre les remparts et la grande synagogue de la Khourva dont on avait parlé avec Galit il n'y a pas très longtemps. Ce complexe des 4 synagogues, il va être très particulier parce qu'il va réunir différentes communautés séfarades qui vont décider de construire ces synagogues à Jérusalem. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que la construction de la synagogue, elle ne se fait pas au niveau principal de la rue, elle se fait légèrement en dessous du niveau de la rue. Et ça correspond à 2 choses. D'une part, parce qu'à l'époque où ça a été construit, il y avait une interdiction que les synagogues soient plus hautes que les maisons aux alentours. Donc ça, c'était sous quel régime ? Alors là, on est à l'époque ottomane, on est au début du XVIIe siècle. Il fallait pas trop se faire voir. Il fallait pas trop se faire voir, il y avait une tolérance, mais il fallait rester discret. Ouais. Et de manière très surprenante, cette construction qui démarre sous le niveau de la rue, elle rappelle un psaume, le psaume 130, qui dit « Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel ». Donc c'est une licence très particulière. On va aller pousser les portes de ce complexe pour aller découvrir ensemble la première synagogue qui s'appelle la synagogue Ben Zakkai. C'est parti, on démarre dans cette première synagogue. Donc cette première synagogue, elle date du début du XVIIe siècle. On l'a nommée après le grand rabbin, le sage Yochanan ben Zakkai, qui était le grand prêtre au moment de la destruction du deuxième temple. Donc on est en l'an 70, et ce Yochanan ben Zakkai va avoir l'autorisation du général Titus de pouvoir poursuivre l'activité du Sanhédrin, ce conseil religieux, juridique qui était basé à Jérusalem et qui va avoir l'autorisation de déplacer ce conseil dans la ville de Yavne, beaucoup plus au sud. Et donc au début du XVIIe siècle, quand ils vont construire cette synagogue qui manquait à Jérusalem, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, on a... Combien tu dirais qu'on a de juifs au XVIIe siècle à Jérusalem ? La grosse louche. Je sais pas, disons 2000 ? Même pas. Ah ouais. Même pas 2000. On a quelques centaines de juifs qui priaient principalement dans une synagogue qui s'est effondrée. Pendant une dizaine d'années, ils vont prier dans des maisons et ils vont devoir attendre, début XVIIe siècle, l'autorisation de pouvoir construire ce complexe. Et donc, on va construire cette synagogue, Yochanan ben Zakkai. C'est fait par des juifs séfarades. Pour l'instant, ils en construisent qu'une. Au départ, ils en construisent qu'une, sur un terrain assez grand pour envisager l'éventualité... Une extension, exactement. On rend hommage à ce grand prêtre et selon la tradition, on dit que c'est à cet endroit précis à Jérusalem qu'il priait. Donc on construit cette synagogue qui va être typiquement séfarade dans la manière dont elle est construite. C'est une synagogue qui est faite en longueur. Oui. Le lieu de prière, la bima, est centrale, contrairement aux synagogues ashkénazes où on a cette estrade qui est sur un bout de la synagogue au fond et que tout le monde regarde. Ouais. Typiquement dans les synagogues séfarades, c'est au centre, de manière à réunir tout le monde, que le regard de tout le monde se porte vraiment sur le centre. Et ce qu'on voit également sur cette photo, c'est la particularité, c'est d'avoir 2 arches saintes qui sont au bout de cette synagogue. D'habitude, on a une arche sainte, une Aron HaKodesh. Ici, on en a 2. Assez peu de synagogues ont ces 2 arches saintes. L'une contient les rouleaux de la Torah et l'autre les livres saints qu'on va sortir aux grandes occasions. C'est vrai que c'est particulier. C'est très particulier. Mélange de styles assez typique des synagogues séfarades. On a à la fois du style gothique et des éléments... Très gothique. Ouais, tout à fait. Et en même temps des emprunts arabisants. Et exactement, un peu un style oriental. Voilà, donc on parlait d'éclectisme il n'y a pas très longtemps quand on parlait archi-déco. On le retrouve également dans cette synagogue.
Il y a une autre particularité qu'on voit sur cette photo. Donc sur le haut gauche de cette photo, vous avez près de la fenêtre une petite étagère sur laquelle ont été disposés un chauffard et une jarre à huile. Et selon la tradition, ce chauffard et cette jarre à huile étaient présents dans le deuxième temple de Jérusalem et ont été conservés en attendant le Messie. Ah, donc on parle d'originaux, là. On parle d'originaux. Okay. Au départ, la tradition parle d'originaux, mais il faut savoir que cette synagogue, comme la plupart des synagogues de la vieille ville de Jérusalem, ont été détruites soit pendant la guerre d'indépendance par les Jordaniens, soit pendant les 19 années où les Jordaniens ont occupé la ville de Jérusalem. Okay. Et donc celle-ci a été effectivement détruite, les objets ont été détruits, donc ce sont des copies qu'on a mis en place. Enfin, c'est un emplacement assez spécial quand même, parce que normalement, si c'est des vraies reliques, on aurait aimé les avoir un peu plus en valeur que sur cette petite fenêtre dans un coin. C'est vrai. Dans une étagère. Bon. Je pense que c'est un symbole à la fois de simplicité, mais en même temps, ce sont des objets qui attendent le Messie, si tu veux. Donc, c'est pas des objets que forcément le grand public va être dans l'attente de regarder. Mais effectivement, c'est original que ce soit fait de manière si discrète. Voilà, c'est très très discret, quoi. Donc, on avait des dessins et des photos. Donc, ce sont des copies qui ont été replacées là, de manière symbolique, en attente du Messie. On va pousser la porte et on va arriver dans la deuxième de ces synagogues. Donc, l'extension. Donc, l'extension. Cette synagogue qui s'appelle la synagogue Eliyahu Hanavi, nommée après le prophète Élie. Donc il faut savoir que quand ils ont agrandi le complexe en plus de la première synagogue, cette salle servait de salle de prière. Mais la communauté séfarade s'est développée à Jérusalem. Et il faut savoir que 16e, 17e, 18e siècle, l'immense majorité des Juifs à Jérusalem sont des séfarades. Oui, de fait. De fait. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à Jérusalem? On a l'Inquisition, 1492, les Juifs d'Espagne et du Portugal fuient ces deux pays. Où est-ce qu'ils vont trouver refuge? Dans l'Empire ottoman. Très heureux de les accueillir parce qu'à l'époque, les Juifs font partie de cette rare population qui sait lire, qui sait écrire, qui sait compter. Donc les Ottomans ont vite fait leurs calculs et leur ont ouvert les bras en disant « Bienvenue, venez vous installer ». Voilà. Et c'est comme ça qu'une grande partie s'est installée dans la Turquie actuelle, à Istanbul, mais aussi en Israël, à Jérusalem et notamment à Sfat. Exactement. Les Ashkénazes ont toujours été présents, mais beaucoup moins. Et par rapport à des séfarades qui venaient construire une vie à Jérusalem, les Ashkénazes, on va dire jusqu'au 19e siècle, venaient concrètement mourir à Jérusalem. On voulait mourir en Terre Sainte pour être les premiers... Ah, ils étaient plus tranquilles à la même époque. Eux étaient plus tranquilles. Bon, ils ont été moins tranquilles à d'autres périodes, mais ils étaient plus tranquilles, donc ils vivaient mieux en Europe de l'Ouest. En Europe, voilà, même en exil, que du coup les séfarades qui, eux, ont... logique. Donc, deuxième synagogue, salle de prière, qui s'est transformée par l'accroissement de la communauté en synagogue, et on l'a nommée plus tard au XVIIIe siècle la synagogue du prophète Élie, Eliyahu Hanavi, parce qu'on raconte qu'au milieu du XVIIIe siècle, lors du jour le plus important de l'année, Kippour, le jour de Yom Kippour, il y avait 9 juifs de la communauté qui étaient dans cette synagogue. Okay. Et ils n'ont pas problème. Gros problème, parce qu'il faut un quorum dans le judaïsme de 10 hommes, un minyan, pour pouvoir faire, et surtout à Kippour. Donc, ces 9 juifs attendaient, très grande tristesse, et on raconte qu'à un moment, après quelques heures, un vieillard a poussé la porte et s'est joint... Qu'on ne connaît pas. Il s'est joint à la communauté, il a passé l'ensemble de Kippour avec la communauté et il a disparu juste après la fête. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, le prophète Élie qu'on attend et qui va nous annoncer l'arrivée du Messie. Et donc ils ont nommé cette synagogue la synagogue Eliyahu Hanavi, et le siège sur lequel il a passé le Kippour a été gardé. C'était le siège Eliyahu Hanavi qui a été conservé et pareil qui a été détruit pendant la guerre d'indépendance et dont on a replacé une copie après la restauration de cette synagogue en 1967. Incroyable. Incroyable histoire. Donc là on en a 2. Là on en a 2. Okay. Et on va continuer avec la troisième synagogue qui n'était pas une synagogue non plus. Cet espace-là qui reliait en fait les 2 premières synagogues était une cour. Ok, une cour intérieure. Cour intérieure sans toit. Ouverte. Qui servait à Soukot. Ok, pour faire la souka. Pour faire la souka. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a appelée la synagogue Emtsaï, la synagogue du milieu, qui reliait les 2 autres synagogues.
devant l'accroissement de la communauté. Beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite, parce que ça n'a jamais été ouais. envisagé d'être une synagogue. On l'a développée, on l'a créé donc cet espace en lieu de prière. Et on l'a couvert. Et on l'a couvert, mais pendant très longtemps, les Ottomans ont refusé qu'on puisse la couvrir et l'utiliser comme synagogue, parce qu'encore on était à une période où on n'avait pas le droit de construire des synagogues. Et donc on a eu ce qu'on appelle un créneau, une fenêtre d'opportunité. On est dans les années 1830, et pendant quelques années à cette période-là, ce ne sont plus les Ottomans qui vont diriger le pays. C'est un épisode qu'on connaît assez peu. Ce sont des Égyptiens qui s'appellent Ali Pacha et Mehmet Ali. Ok. Qui vont à un moment. Mehmet, c'est turc quand même, non? Ouais, mais il régnait en Égypte en fait, depuis l'Égypte, et une partie de l'Empire ottoman a été en rébellion entre guillemets contre les Ottomans. Et pour ne pas s'attirer les foudres des Européens, ils se sont libéralisés, et notamment par rapport aux chrétiens et aux juifs. Okay. Et c'est à cette période-là, 1835. Acceptation des autres religions. Voilà, on ouvre, on est tolérant parce qu'ils avaient peur que les Français et les Anglais débarquent en Égypte et les mettent dehors, de manière très claire. Donc, créneau, fenêtre d'opportunité, on a l'autorisation, on couvre cet espace et on le transforme en synagogue. C'est la troisième synagogue, avec la particularité que... Alors, toutes ces synagogues, elles sont toujours en activité. Okay. Il y a toujours des offices dans ces synagogues-là. La particularité de celle-ci, c'est qu'en plus, on y a mis pas mal de photos et des plans de l'ensemble du complexe avant 48 et de la destruction de la guerre d'indépendance, et ensuite des travaux qu'il y a eu et de la rénovation. Magnifique. Donc là, on a une super photo avec... Ça fait un peu mafia italienne. Mafia italienne, avec au milieu de cette mafia le premier ministre David Ben Gurion, qui a participé donc au projet et qui a inauguré la réouverture du complexe. Et on a des photos de l'ensemble du complexe qui a été détruit puis rénové. Donc troisième synagogue, et la dernière... plus récente du coup? Alors, un peu plus récente, mais on est toujours dans le XVIIIe siècle. Tu vas deviner à quelle communauté elle était destinée. On l'appelle la synagogue Istanbuli. Bah, je pense à les juifs qui viennent de Turquie. Voilà, les juifs de Turquie, qui étaient assez nombreux, on en parlait tout à l'heure, et donc qui vont utiliser cette synagogue, au départ donc réservée entre guillemets aux Turcs, aux juifs turcs, mais qui va s'étendre finalement à l'ensemble des communautés séfarades. Aujourd'hui, elle est utilisée pour les communautés espagnoles et portugaises. Oui, donc... ça revient aux origines, quoi. On revient complètement aux origines. Dans cette synagogue, on a une très belle arche sainte qui vient d'Italie. Ok. Alors pourquoi d'Italie? Parce que y a énormément de synagogues en Italie qui ont fermé et dont on a voulu sauver en fait le patrimoine, et dont on a récupéré des rouleaux de Torah, des arches saintes, différents éléments décoratifs. Livourne, bravo. Exactement, Livourne. On a une très belle anecdote sur cette synagogue Istanbuli. C'est qu'il faut savoir que mai 1948, on est à quelques jours de l'indépendance, le quartier juif tombe de la Légion jordanienne. Les Juifs se réfugient en dernier secours dans les synagogues, et un des commandants, pour ne pas symboliquement donner les clés de la synagogue aux ennemis, va cacher les clés de la synagogue Istanbuli dans une petite niche. Et 19 sur place, quoi. Sur place. Genre, il a mis les clés sous le tapis. Il a mis les clés sous le tapis juste avant de se rendre. Et 19 ans plus tard, juin 67, quand la guerre de 6 jours se termine... qu'on récupère Jérusalem. On récupère Jérusalem, ce commandant en retraite retourne dans la synagogue et récupère dans la niche... Elles étaient là. Elles étaient là. Incroyable. Les clés de cette synagogue. Eh ben... Donc c'est 4 très beaux sites dédiés à la communauté juive séfarade, avec... de très beaux éléments architecturaux, et qui en plus va avoir pour particularité d'accueillir un petit musée avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire plein d'éléments, des originaux, d'objets liturgiques, on va dire des rouleaux de la Torah, des talit, des tfilines, tous les objets décoratifs qui sont exposés dans une petite partie du complexe qui va être ce musée dédié aux communautés séfarades. Incroyable. Donc une superbe visite à Jérusalem, dans le quartier juif. Une demi-heure de temps, 4 très belles synagogues, un petit musée pour s'intéresser à la communauté. Et donc toujours en activité, donc on peut aller prier. Et on peut aller prier, toujours en activité, les offices, le Shabbat. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Bah ouais. Encore une belle visite. Merci Chloé. Bah merci à toi de nous faire à chaque fois découvrir des petites merveilles. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Tandem. À très bientôt tout le monde.